décennies avant. Comment voulez-vous faire une enquête sur des faits qui ont eu lieu il y a plus de 40 ans? Il ne faut pas s'étonner de ce message contradictoire. Et là, je défends l'institution judiciaire de ce point de vue-là, parce qu'on fait notre maximum. Ce sont les affaires qui, évidemment, comme vous, nous touchent le plus et sur lesquelles on souhaite évidemment que les résultats soient là et que la vérité judiciaire émerge, mais pas au risque de mettre à bas les grands principes de procédure pénale. Et encore une fois, au bout de 40 ans, il est vraisemblable qu'il risque d'y avoir peu de témoins, peu d'éléments matériels, beaucoup de doutes, et le doute doit profiter à celui qui est accusé. S'il est raisonnable, s'il est manifeste, le procureur, que je suis, classera. Et c'est ce qu'on voit malheureusement très souvent, et là je sors de la question de la prescription, mais lorsque nous avons des affaires de cette nature qui, par essence, par nature, sont dans ce schéma familial, dans cet environnement où il n'y a pas de tiers, l'enquête, sauf exception, ne repose que sur la parole. Et la parole qui, justement, est la chose qui a été bridée, qui est cette manière de l'empêcher. C'est ça qui a permis au crime d'exister. Alors il y a énormément d'affaires où la seule personne qui évoque les faits, c'est un enfant, avec d'autres enfants qui sont censés avoir vu mais qui ne disent rien, avec une mère qui n'a pas vu, et qui peut-être n'a vraiment pas vu, etc., etc., etc. Alors oui, il y a beaucoup d'affaires qui sont classées de cette nature, de cette manière-là, pour ces raisons-là. L'enquête est un parcours du combattant, et l'enfant a besoin d'être accompagné pour qu'on lui explique ce que je suis en train de vous dire. Et qu'on n'arrive pas au schéma inverse, et qu'on n'arrive pas au résultat inverse à celui qui a été prévu. La justice doit permettre de dire, de repositionner chacun. Et si à la fin, la réponse c'est placement, relax, acquittement, qu'est-ce qu'elle a dit, la justice? Tout enfant, instinctivement, entendra, elle me dit que j'ai menti. Instinctivement. Et là, pour le coup, il y a que vous et l'institution judiciaire qui est en capacité de le prendre par la main et de lui dire non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on peut te croire, on te croit, mais qu'on doit être en capacité de prouver. Et c'est quelque chose de différent. C'est très compliqué à faire comprendre à un enfant. Voilà ce qui se passe lorsque la justice également disqualifie les faits. C'est-à-dire lorsqu'elle ne situe pas chacun à sa juste place, même lorsqu'elle condamne. C'est-à-dire lorsqu'elle est dans l'incapacité, par exemple, de faire apparaître un rôle actif de la mère, qui n'a pas dénoncé. C'est ce qui peut être compliqué également lorsque des correctionnalisations interviennent. Je n'entre pas dans le détail sur cette question de la correctionnalisation, qui là aussi est éminemment ambiguë et quelquefois regrettée par ceux qui accompagnent les enfants, mais quelquefois aussi demandée parce que les affaires passeront peut-être plus devant des magistrats professionnels que devant des jurés, et qu'il y a peut-être moins de risques de relax devant les magistrats professionnels que d'acquittement devant les jurés. Mais c'est pas simple, parce que la justice dit ce que tu as vécu, c'est pas un viol, c'est une agression sexuelle. Il faudrait savoir, quand il s'agit de dire, quand il s'agit de mettre clairement des mots sur les choses. Alors je m'arrête, je vais respecter les quelques minutes supplémentaires, mais sur une conclusion consistant tout simplement à dire que pour que la justice passe et qu'elle remplisse la mission qui est la sienne, c'est un chemin éminemment complexe qui est à emprunter, et qu'on peut le regretter, on peut évoquer tous les dysfonctionnements, toutes les limites, toutes les impasses, mais il n'y en a pas d'autre. Il n'y a que ce chemin-là. C'est un chemin chaotique, mais c'est le seul. Et on ne peut pas, nous, au niveau de l'institution judiciaire, répondre à toutes ces attentes si nous ne sommes pas inscrits dans une logique pluridisciplinaire. Si nous ne sommes pas tout au long de ce chemin avec la certitude
que l'enfant est accompagné éducativement, au niveau de sa santé, au niveau évidemment des soins, au niveau d'un accompagnement psychique. Voilà tous ces éléments dont nous avons besoin pour lui permettre de comprendre pourquoi ce parcours singulier va, à la fin, sans doute, je l'espère, lui permettre d'atteindre les objectifs qui étaient implicitement les siens lorsque, enfin, il a pu énoncer, dénoncer et se placer pour ce qu'il est, une victime. On va plus répondre aux questions. Moi, en tant que juge d'instruction, c'était plus par rapport au dossier. Par rapport à la majorité de nos dossiers sont des dossiers d'agression sexuelle et de viol dans le milieu intrafamilial. C'est pas spécialement le père, c'est souvent le père, c'est très souvent le grand-père, c'est très souvent le beau-père, ça peut être le fils. Et cette omerta, moi, dans les dossiers que j'ai, je la retrouve dans deux niveaux. On a d'abord l'omerta que la victime s'impose. Et ce qui est la plus complexe, parce que l'omerta que la victime s'impose, sur le coup, sa parole jamais ne surgit. On peut se demander pourquoi est-ce que la victime ne parle pas. Alors on a les cas classiques, hein, la peur parce que j'étais menacée, mais cette peur-là, on ne le retrouve pas que dans l'omerta familiale. On a surtout la peur de décevoir, la peur de ne plus être aimé. Parce que très souvent, les agressions sexuelles et les viols en intrafamilial ne sont pas des gestes violents. Je n'ai pas besoin de te menacer, tu viens juste faire un câlin, tu viens juste faire un guili. C'est normal, c'est la vie, ça se passe comme ça. Et parler, d'abord très souvent on les prend, ils ont 5, 6 ans, 7 ans. Donc à cet âge-là, limite, on n'est pas conscience que c'est pas bien, que c'est pas... On fait juste un câlin avec papa, alors, ou avec le grand frère, ou avec le cousin, ou avec le grand-père qui passe par là. On ne voit pas le mal, donc on ne va pas en parler. Et on va en prendre conscience dans ces cas-là, très souvent au niveau scolaire, le jour où il y a la fameuse formation sur la sexualité et sur les risques, et que d'un seul coup, il y a un grand flash, et il vient de comprendre que ce qu'ils ont subi, c'était un viol, une agression sexuelle. Et que ça, ils l'ont subi par la personne qui était censée les protéger et les aimer. Donc, à cet instant-là, en général, il y a un double viol. Et ils vont aller le signaler, et il y a le chemin qui va se mettre en place. On peut être conscient que ce qu'on est en train de subir, de faire, c'est pas bien. Mais si jamais on en parle, qu'est-ce qui va se passer? Dans quel état elle va être, maman? Déjà qu'elle va pas très très bien, elle n'est pas en forme. J'ai un monsieur dans mes dossiers, il a 45 ans. Il avait 10 ans à l'époque, c'était son parrain. Il ne voulait pas que maman le sache, parce que tous les soirs, maman, après le divorce, elle n'arrivait pas à faire face, donc elle pleurait. Donc il fallait la consoler. Donc on n'allait pas lui donner un souci en plus. Donc on n'allait pas en parler. Et puis, c'était pas si dur que ça, c'était pas si méchant que ça. C'est quand en 20 ans, tous les matins, il se réveille, et que tous les matins, pendant plus de 10 ans, il vomit, il se dit, si c'était grave, et si il va peut-être falloir que j'en parle. Et c'est pour ça que là, même si, heureusement que les lois de prescription ont été allongées, on ne parlera pas le même regard, ça a permis au moins de pouvoir le verbaliser, de le dire, d'être dans un cabinet d'instruction qui vous dira, oui, vous êtes victime. Est-ce qu'après, derrière, il y aura une condamnation? C'est un autre problème. Mais oui, vous avez bel et bien été victime, et d'être confronté une nouvelle fois à son auteur. Donc la peur de décevoir, la peur de faire mal, et cette peur-là fait qu'ils se taisent, hein, et ils vont parler soit parce qu'on va avoir le niveau scolaire, soit pour protéger quelqu'un d'autre. Donc ça va être pour protéger la petite sœur, oui, ça c'est très courant. Dans le dernier dossier ouvert par le parquet en cette matière, elle est très âgée, c'est une jeune femme aujourd'hui de 30 ans, elle est entendue pour d'autres faits en tant que témoin, pour lui demander à l'époque comment était son papa, comment est son papa. Au départ, elle va rien dire, qu'elle va rentrer chez elle en disant, mais en fin de compte, je n'étais pas la seule victime, en fin de compte, il a continué, donc je vais dire. Et quand on lui demande, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas parlé avant? C'est toujours la même chose. Je n'avais pas conscience, et puis je ne me suis pas défendue quelque part. Donc je ne vais pas le dire, donc j'ai honte. Et une honte qui est beaucoup plus lourde que la honte qui peut toucher toute femme qui se fait agresser dans un lieu autre que dans le cadre familial. Donc il y a vraiment cette omerta sur les premières victimes. Et là, on ne peut pas le reprocher à maman de ne pas avoir vu. Je trouve que c'est compliqué, je trouve que c'est réducteur. On ne peut pas reprocher à papa de ne pas avoir vu non plus, si c'est le grand-père, si c'est... Parce que oui, peut-être que l'enfant a eu un certain comportement à un moment donné.
et qui n'est pas toujours très explicite. Et puis après, il y a l'adolescence, et puis il y a mille et une raisons qui fait qu'un enfant, à un moment, puisse ne pas aller bien. Ça réducteur toujours de pointer, je suis d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure, peut-être arrêtons de stigmatiser de manière systématique les familles. Ça, c'est quand il y a l'omerta sur l'enfant. Et puis il y a l'omerta sur la famille. Et alors là, pareil, il y en a deux. Il y a celle qui fait semblant de ne pas voir, ce qu'il ne veut pas voir, parce que c'est compliqué. Et puis le jour où on apprend réellement, et on va dire que c'est pas vrai. Alors pourquoi? Moi je le ressors que de mes dossiers, donc c'est pas du tout de la psychanalyse. Alors on retrouve ce que vous disiez tout à l'heure, maître, c'était pas si grave, de toute façon, moi ça m'est déjà arrivé. Ça c'est assez courant, ça m'est déjà arrivé, donc il n'y a pas de raison d'en faire un drame. Mais pourquoi est-ce qu'on a ce discours? Alors à la fois peut-être parce qu'on a été victime, mais très souvent ce qui ressort, c'est la peur de casser ce qui reste de la famille. Parce que si on dévoile un tel scandale au niveau familial, qu'est-ce qui nous reste? On perd tout. Tout s'écroule et psychologiquement, on n'est pas en capacité de le faire. C'est trop compliqué. Donc on va dire oui que c'est pas si grave. On sait que c'est très grave. On n'aurait jamais voulu que son enfant subisse la même chose que ce qu'on a subi. En tout cas, moi, je ne le crois pas. J'ai pas envie de l'entendre ça non plus, peut-être. Mais ce qui est certain, c'est qu'à chaque fois, ce sont des gens qui sont fragiles et qui se disent, mais si jamais on le dit, qu'est-ce qui va se passer? Je perds tout. Alors il y en a, ça peut être le regard au niveau social, que vont dire les voisins. Mais ça veut dire aussi, parce que c'est de manière systématique, quand ça se sait dans une famille, il y a des clans. Il y a ceux qui vont soutenir l'auteur et ceux qui vont soutenir la victime. Et puis on veut protéger. Alors parfois on veut protéger directement l'auteur des faits, parce que l'auteur des faits, en fin de compte, c'est le fils dans la famille. Donc on ne va pas aller dénoncer. On va essayer de se le protéger, parce que ça peut être son mari, on veut le protéger à tout prix. Et puis on veut protéger quelqu'un d'autre. Et on veut protéger, parce que ça je l'ai vu, on veut protéger la grand-mère, parce qu'elle est malade. Et pour elle, ça sera un si terrible coup d'apprendre ça. Ou la belle-mère, voilà. Donc on va rien dire, on va se taire. On va faire comme si de rien n'était. Et puis ça passera. Parce que c'est passé. Parce que pendant des siècles, ça a été le cas. Parce que c'est assez récent qu'il ne soit pas la norme que d'être défloré dans un sein familial. C'est très récent. Pas par son père. Pas par son père. Mais bon, les cousinades, le grand-père. Donc sans être défloré. C'est qu'un discours qu'on va avoir, on le retrouve dans beaucoup de dossiers où on cherche à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu ce silence. Et c'est pas spécialement toujours lorsqu'on a été victime. Toutes les mères ont été victimes. Je n'ai pas le sentiment, dans les dossiers que j'ai pu avoir, que toutes les mères ont spécialement été victimes de violences sexuelles. Ce qui est certain, c'est qu'elles ont une fragilité psychologique, les mères comme les pères, et où ils ont besoin de se rassurer, et le fait de parler, de dénoncer, casserait la famille. Parce que je peux aller dénoncer le voisin, ça ne me posera pas de difficulté. Dénoncer le membre de la famille, je vais faire exploser ma famille, et si je fais ça, j'explose en fin de compte ma base, et donc je ne deviens moi-même plus rien. Et puis ça veut dire quelque part que j'assume le fait que je n'ai pas été en capacité de le protéger. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, est compliqué pour un certain nombre de parents. Ensuite, par rapport à la prescription, cette parole qui est révélée très tard, on a des dossiers dont on garde à vie. Un de mes premiers dossiers, quand je suis passée dans un cabinet d'instruction, c'était une maman qui était entendue et qui était en larmes en disant justement, effondrée, totalement effondrée. Elle avait essayé de me faire comprendre, je ne l'ai pas entendue, jamais, je ne me le pardonne pas. Et elle était totalement vidée, et je pense que rien ne pourrait arriver à lui permettre de se reconstruire. J'aurais dû voir, elle a essayé, aujourd'hui je me dis, elle m'a fait des signes, mais je n'ai pas vu ces signes, je ne les ai pas compris. Et aujourd'hui je m'en veux totalement. Une autre jeune femme qui passait dans mon cabinet, mais qui avait été victime, qui jusqu'à maintenant avait refusé de parler, et qui avait été victime pendant, comme dans votre dossier, monsieur le procureur, des années par son père, au point de tomber enceinte de son père, d'accoucher de son père, de finir par prendre la fuite. Quand elle est arrivée à la gare chez sa mère lui a mis une claque, en disant que de toute façon c'était une salope, et donc elle a élevé sa fille seule.
c'est su dans la famille que la petite fille était la fille. Dans le cadre de l'enquête, pour d'autres faits, le père était à nouveau mis en cause. Et il y avait ce bruit dans la famille. Donc on cherche à savoir si le bruit est crédible ou pas crédible. Et au départ, la fille refusait tout prélèvement d'être entendue en disant « ça ne regarde personne, de toute façon il ne s'est jamais rien passé ». Jusqu'à ce que je finisse par la convoquer. C'est surprenant. Et là, je n'étais pas assise dans mon bureau, qu'elle a pleuré pendant 1h30 et qu'elle m'a raconté les 10 ans de viol et de violence. Les faits étaient prescrits. Mais elle est partie en faisant une chose que je n'ai strictement pas le droit de faire, mais que j'ai fini par accepter, donc vouloir me faire la bise, pour me remercier. Les faits sont prescrits. Mais pour une fois, elle a pu s'asseoir et être entendue par l'institution en tant que victime. Elle pourrait le faire devant un médecin, mais je pense que ce n'est pas la même chose que d'être entendue, de poser à plat, d'être dans son rôle de vie, dans son rôle oui, de victime qu'elle a pu avoir et qu'elle n'était pas qu'une salope qui a été violée pendant plus de 10 ans alors que sa mère le savait. Mais comme, ça arrive très souvent, les mères, notamment les belles, sont les mères d'ailleurs, pas les belles-mères, les mères, sont jalouses. La fille prenant la place, très souvent en fin de compte, elles réagissent violemment parce qu'elles perdent leur place à travers l'homme et elles en ont besoin dans leur identité propre, je pense, pour arriver à se construire et à vivre. Donc elles sont jalouses de cette jeune fille, même quand elles ont que 8-10 ans, bébé, mais elles sont jalouses en fin de compte du regard qui est porté par le père sur cet enfant, et ensuite des gestes qui seront reproduits. Donc elles feront semblant de ne pas voir qu'il y a une relation sexuelle parce que ça veut dire qu'elles ne sont plus capables d'assouvir quelque part leur mari. Et elles sauront en plus être très souvent violentes avec leurs filles pour pouvoir quelque part se venger et leur imposer leur frustration à travers. Nous sommes déjà très en retard, nous pouvons répondre à toutes les questions. C'est peut-être la présence de Tintin qui me laisse penser que, en vous écoutant tous les deux, vous êtes dans une sorte de maïeutique judiciaire pour l'accouchement de la vérité. En tout cas, je crois que ça réagit. Oui, mais justement, il s'agit de maïeutique et d'accoucher de la vérité et de lever de la tête. Je donnerai dommage pour les 2 heures qui nous restent. On n'évoque pas la question des aveux. Les aveux. Oui, la dénonciation, il y a aussi la vignette clinique remarquable que nous a présentée M. le procureur. Dans cette vignette clinique, l'auteur des faits avoue très vite. Alors là, je voudrais rapporter les propos du collègue psychanalyste, dont je n'arrive pas à vous rappeler le nom, qui soutient par rapport à cette question des aveux qu'on a trop souvent tendance à confondre loi symbolique, comme cette bien connue, et loi pénale. Les aveux, si j'ai bien compris, c'est ce qui déclenche la puissance publique. Non, Non, les aveux. non, et heureusement d'ailleurs. Je ne sais pas, donc je pose une question. Enfin, ça va aboutir à une condamnation. Non, pas forcément. Enfin, vous l'avez présenté de telle façon que le film était fini puisque le père avait avoué. Je dirais qu'une absence de condamnation quand il y a des aveux est assez rare. Mais ce n'est pas du tout un passage obligé. Du tout. Voilà. Les magistrats et le juré dans les affaires d'assises doivent avoir une intime conviction qui peut naître de toute forme d'appréciation des pièces du dossier, des éléments qui sont soumis au débat. Voilà. Alors pour ce qui concerne la loi symbolique, par contre, qui est un petit peu plus bienveillant, la collègue qui parle soutient l'hypothèse que l'aveu, c'est quand même ce qui va faire une brèche dans un système d'omerta, justement, qui est clos, on va dire fort clos, et que c'est une ouverture vers le symbolique. Tous les chercheurs, tous les cliniciens savent bien que c'est
souvent à partir que l'aveu est une condition presque indispensable pour opérer un véritable travail de reconstruction psychique, de subjectivation après les faits. Cette collègue va pousser le bouchon un peu loin puisqu'elle pose la question de savoir si l'aveu pourrait être considéré comme une circonstance atténuante. Alors, une circonstance atténuante, non. Ensuite, sur la phase de la condamnation, quand on condamne une personne, on va la condamner en fonction de sa personnalité, donc de l'ensemble de ses traits de personnalité. Une personne qui reste dans le déni et qui donc refuse, ne serait-ce qu'à la victime, sa place de victime, en général, c'est moins bien perçu qu'une personne qui reconnaît ses faits, qui reconnaît sa gravité, qui va faire preuve d'empathie et qui reconnaît le mal qu'elle a pu faire à la victime. Mais très souvent, alors on peut l'avoir au moment de la cour d'assises, parce que ce sont des moments qui sont très riches et très intenses, qui peuvent conduire à des aveux qu'on n'aurait pas obtenus avant. On les a ou en début d'enquête. En début d'enquête, alors soit vous avez deux types de personnes. Vous avez vraiment la personne dont je vous parlais il y a une seconde, le papa qui est devenu le grand-père, les faits pour lesquels il a été mis en cause et renvoyé dans la cour d'assises, il les a toujours contestés, mais tout comme il contestait au départ être le grand-père de sa petite-fille, jusqu'à ce qu'on lui mette l'ADN sous les yeux. Voilà, parce qu'il est dans cette toute-puissance. Il n'y a pas de difficulté. Ensuite, il y a, je dirais c'est du 50-50 presque, un certain nombre de personnes qui sont presque soulagées quand ils sont acculés et qui sont dans l'obligation quelque part en fin de garde à vue de finir, ou en début de garde à vue pour certains, de reconnaître. Et pour eux, d'un seul coup, parce que ce ne sont pas spécialement des prédateurs, ce ne sont pas spécialement une toute-puissance, c'est un besoin, notamment dans la relation avec les enfants. Pas de tout petit, je ne parle même pas de tout petit, hein. Je parle de 10 ans. Là, j'ai un dossier où c'est l'oncle, hein, mais cet oncle-là, il est totalement immature, donc il aime bien jouer de toute façon avec les enfants. Il sait que c'est pas bien, parce que ses caresses et ses jeux vont au-delà du simple jeu. Il sait que c'est pas bien, mais c'est plus fort que lui. Il n'arrive pas à se canaliser et à se gérer. Et tant qu'on ne lui a pas mis la main, on lui a pas pris la main dans le pot de confiture, quelque part, il n'y avait pas d'institution, il continuait. Et à partir du moment où ça s'est arrêté, on lui a dit stop, là, il s'effondre. Il reconnaît tout le mal qu'il a fait, il s'en veut réellement, il est dans une empathie complète, qui ne change rien aux actes. Mais sur le coup, après, dans la condamnation, on tiendra compte derrière de son positionnement. Ce qui va nous permettre aussi de savoir s'il y a une dangerosité réelle ou pas réelle. Quelqu'un qui prend conscience, qui est capable de s'excuser, de travailler sur ses faits, sera potentiellement, selon ce que les experts vont nous dire, potentiellement moins dangereux parce qu'il acceptera des soins qu'une personne qui de toute façon est dans le déni des gestes qu'il a pu commettre et de la douleur qu'il a pu entraîner. De compléter et ou de donner un avis un peu divergent sur certains points, parce que, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'aveu pour nous au niveau judiciaire, il est important à deux niveaux. Il est important au niveau de la preuve pénale, il est important au niveau de l'appréciation de la peine et donc de la personnalité de la personne qui va reconnaître ou pas d'ailleurs ces faits. Je me suis expliqué sur l'enquête et sur à quoi ça servait au niveau du mode de preuve. Après, pour l'appréciation de la peine, c'est extrêmement complexe. C'est extrêmement complexe parce que des aveux complets, avec une description des faits strictement identique à ce que dénonce l'enfant, j'en connais pas. C'est rarissime. Il y aura toujours quelque chose sur lequel, et des fois c'est un point de détail, sur lequel l'auteur conteste. Toujours un petit quelque chose. Donc on attend toujours un élément supplémentaire. Et j'allais dire les magistrats, je ne vais pas généraliser, je vais parler de moi, je suis toujours assez mal à l'aise sur la valeur à accorder aux aveux en tant qu'élément d'appréciation de la personnalité et de l'évolution de celui qui est jugé. On est face à une injonction paradoxale. On attend de la personne, parce que ça va nous faciliter la tâche au niveau de la démonstration de la preuve, et puis ça va nous donner une ouverture pour l'avenir, et puis ça répond à la loi symbolique et aux attentes de l'enfant qu'il y ait ces aveux. On est content, comme magistrat, de les entendre. Et puis en même temps,
on se dit qu'on a affaire à quelqu'un que un des experts potentiellement a pu nous qualifier ayant des traits de perversion, de perversité, de manipulateur, etc. Il dit, alors, bon, ces aveux, c'est fait pour quoi? C'est des vrais aveux, c'est des aveux spontanés, c'est des aveux sincères, c'est des aveux d'opportunité, c'est des aveux... Et là, on sort la loupe pour voir qu'est-ce qu'il ne reconnaît pas. Alors, des fois, c'est caricatural, évocation de procès auquel je faisais déjà allusion tout à l'heure, avec un père qui avait beaucoup nié et qui, au moment du procès, reconnaît une partie. Tout ce qui est prescrit. Et qui vous dit, voyez comme j'ai changé. Je ne reconnaissais pas, maintenant je reconnais. Que ce que j'ai fait. Malheureusement, c'est prescrit, j'y peux rien, c'est pas ma faute. Voilà. J'avais un petit peu de recul sur la sincérité des aveux en question. J'y voyais plutôt une démonstration de persistance d'un esprit manipulateur. Voilà comment on a besoin, magistrat, évidemment, d'un éclairage expert sur ces éléments-là, et avec une grande difficulté qui est la temporalité. Parce que les expertises s'effectuent pour l'essentiel. Alors le président de la cour d'assises peut éventuellement en ordonner certains cas juste avant l'audience, mais généralement ce sont les expertises qui ont été ordonnées par le juge d'instruction au début de la procédure d'instruction. Et avec les délais qui sont les nôtres, on se retrouve avec au moins 2 ans d'écart entre l'expertise et le moment où l'intéressé est jugé. Et on a une photographie à un moment donné, et quelqu'un qui vous dira, et son avocat derrière, c'était peut-être pas faux, mais c'est daté. Et on n'a pas d'éléments. Voilà. Et dans l'intervalle, il peut se passer des choses, y compris des aveux partiels, supplémentaires. Quel sens leur donner, comment les apprécier, c'est tout l'objet, enfin c'est un des objets des débats. On était complètement d'accord. Je parlais d'aveux qui sont corroborés par les expertises psychologiques, notamment, pour nous, en tout cas pour moi, un élément fondamental dans mon dossier, parce que l'expert psychologue a le temps, à travers des tests, d'analyser la manière dans laquelle les réponses sont faites. Au moins 2 heures, 3 heures, 4 heures, parfois d'interrogatoire, on va avoir un sentiment, mais voilà, des aveux posés tels quels. Et puis après, ça va être sur les aveux, mais quand on vous demande est-ce que vous avez une relation sexuelle avec votre fille, c'est possible. Hein. Et alors, ça se passait comment? C'était machinal. Voilà. C'était dans le mouvement. C'était dans le mouvement, là. Dans le mouvement, c'était marginal. C'est pas des vrais... Voilà, on n'est pas sur une empathie. Ce que j'appelle des aveux, c'est une reconnaissance réelle des faits et de l'impact sur la victime. Moi, je voulais, parce qu'en vous écoutant, bon, je suis psychiatre, donc, et l'omerta, elle peut se cacher là où on ne le croit pas. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'arrive, puisque j'ai eu un jeune qui est venu avec des aveux amenés par son père, parce qu'il avait... fait des choses sexuelles au neveu, c'est-à-dire au fils du frère du père, d'accord? Mais tout était parfait, c'est-à-dire que ce jeune qui avait 17 ans, qui a 17 ans, on me l'a amené, il avouait, c'est pas du tout bien, j'aurais jamais dû faire ça. Le père l'a amené à une psychiatre, il faut le soigner. Et du côté du frère, le frère amène le petit au pédopsychiatre pour le faire soigner. Et moi, je ne me méfie pas, donc je ne parle pas d'aller vers la justice, parce que pour moi, c'était évident qu'ils allaient, puisque ça s'était dit, ça s'était parlé entre les gens. Et bien voilà, alors j'ai vu ce jeune qui est, à mon avis, pas du tout simple, et qui avoue, qui s'excuse sans culpabilité, enfin, il me semble. Et du coup, je me suis fait TG, c'est-à-dire que personne n'est allé porter cette affaire à la justice. Ni du côté du pédopsie, je ne sais pas pourquoi, lui non plus, il s'est fait enfermer à rien dire. Et moi, qui est l'auteur tout gentil, qui vient dire « Oh là là, c'est pas bien ce que j'ai fait » et le père qui l'amène, pour l'instant, j'ai rien dit. Ce qui est dramatique, à plein d'égards, parce que d'une part... Hein, ce soir, tu veux dire? Mais non, mais il y a longtemps que je me dis comment je vais faire. Bon, j'en parle, voilà, je sais pas ce que je ferai, mais bon. Parce que j'ai contacté le pédopsychiatre qui n'a rien fait. C'est drôle quand même, parce que lui, il avait la victime. Et donc, je me dis, ce gamin, d'abord, je ne suis pas sûre qu'il ne soit pas dangereux à long terme, parce qu'il n'y a rien d'explicité, c'est une personnalité particulière. Deuxièmement, si dans 30 ans, le petit l'accuse, et que lui, il va bien, mon gamin à hauteur, ben, il va se retrouver dans un truc fou. Il va avoir une enquête sur le dos, on va lui ressortir cette histoire de 30 ans. Donc de toute façon, je suis persuadée qu'il aurait fallu le porter à la justice. Mais voilà, je suis avec l'auteur qui...
Oui, mais bon, c'est pas si simple. Je voulais vous dire, on est deux à s'être fait coincer. Tu as tout à fait raison. Moi, je trouve que Et la psychologue aussi. le silence est envahissant. Mais c'est incroyable. Envahissant dans ces cas-là. Et c'est bien le thème d'aujourd'hui. Alors que nous répond la justice. De faire tiers. Je me permets quand même de vous suggérer de m'écrire. Non, mais Je vais prévenir les parents et je vais dire que j'ai bien réfléchi, je l'ai dit. Ils n'ont rien fait, je l'ai redit, ils n'ont rien fait. Il n'y a pas de risque. vous pouvez parfaitement, vu la relation que vous avez établie avec eux et puis la manière dont les choses leur donner la possibilité de reprendre l'initiative et de le signaler, mais de vérifier que c'est fait, de vérifier et à défaut de le faire vous-même. Mais je ne sais pas s'il n'y a pas des tas d'autres personnes qui ont été piégées par l'omerta. À un moment, ça me paraît dans la pratique. Mais sans vouloir insister, je vous suggère, mais vous devez le faire. C'est évident, voilà. S'il vous plaît. Nous devons conclure. Nous avons dépassé le temps, mais probablement parce que on a brisé l'omerta au cours de cette journée. Et nous avons plein de questions et le débat est déjà là, probablement pour la prochaine fois. Alors n'oubliez pas, avant de quitter cette salle, de remplir le questionnaire qu'on vous a remis de satisfaction et de préciser toutes vos remarques, vos idées pour la prochaine fois, parce que je sens qu'il y a de la frustration. Or, pour désirer, il faut qu'il y ait un petit peu de frustration. Indispensable. Il y aura des actes, sur le site internet, les actes des intervenants. Il y aura la possibilité de nous lire, il y aura la possibilité de nous regarder puisque la conférence a été filmée. Voilà. On vous remercie, je vous remercie. Et à bientôt.